à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on va pouvoir lancer la formation d'aujourd'hui que l'on fait en partenariat avec ATD. C'est maintenant le 5e mois des ateliers d'IFTM et on commence un cycle de formation sur le tourisme durable et responsable qui se tiendra en 2 volets. C'est aujourd'hui le premier. On accueille donc parmi nous Julien Buot, qui est directeur de l'association et du label Agir pour un tourisme responsable et secrétaire du réseau ATD. On accueille également Barbara Courbin, qui est responsable des relations publiques et de la communication de Chamina et qui est également membre de ATD. Je leur laisse donc la parole et je vous encourage, comme d'habitude, à poser vos questions via la discussion, à l'écrit. Il y aura des temps de parole. Je profiterai de ces moments pour relever vos questions et les poser à Julien et Barbara. Julien et Barbara, à vous la parole et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je partage l'écran, j'imagine que ça apparaît chez tout le monde. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup à IFTM Top Resa de nous donner l'occasion de présenter notre vision du tourisme responsable. Merci beaucoup à Valentine qui anime ces ateliers. Merci aussi à Juliette qui est dans le couloir, enfin juste à côté, Juliette Ruel qui est salariée de l'association des acteurs du tourisme durable, le réseau interprofessionnel que j'ai le plaisir d'animer aux côtés de beaucoup d'acteurs. Nous sommes 200 à avoir rejoint ATD depuis plusieurs années, dont ATR Chamina, mais c'est vrai que moi j'ai la double casquette aujourd'hui. Je dirige l'association et le label ATR, comme l'a dit Valentine, mais je suis aussi secrétaire de ce réseau, acteur du tourisme durable. Je crois qu'il y a d'autres conférences d'ailleurs qui sont organisées en partenariat avec ATD dans le cas des ateliers IFTM. Il y en aura un autre sur la question climat le 25 mai, je crois. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je commencerai pendant quelques minutes par une introduction sur cette formation sur les attentes des clientèles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des nouveaux chiffres à vous partager. Et puis, je laisserai la parole à Barbara donc Courbin, qui est responsable des relations publiques et de la communication chez Chamina Voyage, qui est donc membre d'ATD, mais aussi membre fondateur d'ATR et titulaire du label contrôlé par EcoCert Environnement. Je laisserai Barbara en parler d'ici une dizaine de minutes. Donc, l'intitulé de cette formation, quelles attentes des clientèles ? Comment vendre des produits responsables, mais aussi quels sont les impacts de la crise du Covid, en sachant qu'il y a un lien étroit entre les deux questions qui sont posées, puisque la crise du Covid a un impact sur les questions de marketing en matière de tourisme responsable. On sent clairement, et les chiffres le démontrent, qu'il y a une appétence du public, des voyageurs, pour un tourisme plus responsable au moment de la reprise, tant attendue. Donc je vous parlais de chiffres, je vais vous les dévoiler, peut-être certains en ont pris connaissance. Ça a été diffusé lors des rencontres du tourisme durable qui ont été organisées par Alliance France Tourisme et Aéroport de Paris il y a quelques jours. C'était le 8 avril. Vous pourrez accéder au replay, hein, je vous invite à découvrir ça sur Internet, mais dans le cadre de ces rencontres, Alliance France Tourisme et Aéroport de Paris ont livré les résultats d'un sondage IFOP qu'ils avaient commandé, qui a été réalisé au mois de mars sur un échantillon de 1000 voyageurs français, où les questions posées étaient liées à leur avis, leur envie de tourisme durable. Et le premier résultat de ce sondage, qui nous a paru pas si surprenant que ça, mais qui est quand même intéressant, c'est que 61% des Français, pour 61% des Français, la préservation de la nature et de l'environnement constitue des préoccupations plus fortes qu'avant le début de la crise sanitaire. Peut-être que ça a éveillé les consciences, on a été un peu retranchés dans notre précaré et on a été amené à réfléchir sur le sens de nos vacances, le sens du tourisme et voilà, c'est assez impressionnant comme chiffre. Le deuxième chiffre que je me permets de dévoiler, c'est 44%. 44% du panel se déclarent prêts à payer plus cher leur séjour afin de voyager de manière responsable et respectueuse de l'environnement.
Alors évidemment, c'est du déclaratif, il ne faut pas s'emballer. Néanmoins, voilà, il y a bientôt un Français sur deux qui se dit que peut-être qu'il a envie de voyager moins, mieux, et du coup de consacrer une part plus importante de son budget pour faire du tourisme plus responsable, plus respectueux de l'environnement. C'est un chiffre intéressant. Qui corrobore beaucoup d'autres études qui avaient été menées depuis 5 ans, qui confirmaient aussi cette tendance. Elle n'était peut-être pas aussi forte que ça, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Un tourisme de meilleure qualité dont on doit pouvoir payer peut-être le prix, le juste prix. 88%, troisième chiffre que je me permets de dévoiler, qui est issu de ce sondage, où vous retrouverez d'autres résultats sur Internet, sur le site de l'IFOP. 88% des Français, en tout cas ceux sondés à travers le panel, estiment que c'est d'abord aux professionnels du tourisme de s'occuper de la réduction des impacts de leurs activités sur l'environnement. En gros, ce que ça veut dire, et ça confirme aussi une étude qu'on avait menée avec ATR en 2016, c'est une affaire de professionnels. Ils veulent nous confier cette responsabilité de réduire les impacts, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils nous font confiance potentiellement et qu'on a intérêt à apporter des garanties sur le fait que nous, on assume nos responsabilités et qu'on essaye de réduire les impacts négatifs, mais aussi de maximiser les impacts positifs du tourisme. Donc ça reste des chiffres très généraux, déclaratifs, mais c'est une bonne entrée en matière qu'on vous propose pour cette formation sur les attentes des clientèles. Donc je ne me suis pas présenté, si rapidement, mais donc, je dirige l'association et le label ATR, je suis secrétaire du réseau ATD. Bon, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, on est intervenu depuis plusieurs années sur le salon IFTM Topresa. On participe aussi beaucoup depuis 1 an à des cycles de formation pour les professionnels, avec Travel Pro Formation, avec ATD qui fait ses web cafés, mais aussi avec ATR où on propose tous les mois des webinaires. Donc voilà, vous pourrez aussi prolonger cette expérience de formation au tourisme responsable à travers plein de dispositifs qui vous sont proposés par ailleurs, en distanciel malheureusement, et dès que possible en présentiel. On espère pouvoir vous retrouver très vite sur les salons comme l'IFTM Topresa pour échanger de vive voix et en présentiel sur le tourisme responsable. Donc, en quelques mots, la plupart des participants, j'imagine, connaissent déjà ATR. C'est d'abord une association pionnière, puisque créée dès 2004 autour d'un cercle de tour opérateurs d'aventure, mais nous sommes aussi un label. À ce jour, nous sommes 60 adhérents, dont 16 titulaires du label. Vous avez d'ailleurs les logos des 16 titulaires du label. Donc, on a ouvert le cercle des acteurs prétendants au label il y a 5 ans. 6 ans maintenant, 5-6 ans. Historiquement, je vous l'ai dit, on était plutôt, et Chamina, on était une bonne illustration issue du monde du tourisme d'aventure, des agences de trek, de randonnée, de vélo aussi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup diversifier la composition de nos adhérents, puisque nous avons des structures, voilà, y compris celles qui sont titulaires du label, comme les circuits découvertes by Club Med, Salin Holidays, Kappa Club. Donc on a fait la démonstration que le tourisme responsable n'était pas réservé à la niche de l'écotourisme et au tourisme de randonnée, que tout le monde dans le tour operating avait sa place pour agir pour un tourisme responsable et en faire la démonstration à travers le label. Un des outils phares de notre association, qui a même précédé, pour ceux qui connaissent l'histoire d'ATR, la création de l'association, c'est la charte éthique du voyageur, qui est un document qu'on met à disposition de tous les professionnels du voyage en France pour sensibiliser leurs voyageurs à l'éthique du tourisme, en leur faisant un certain nombre de recommandations pour faire de plus belles vacances, passer de bons voyages. Donc il y a 4 recommandations avant le voyage, 4 recommandations pendant le voyage et 4 recommandations après le voyage. Donc c'est un document très synthétique qu'on retrouve maintenant dans les brochures, dans les sites internet, dans les carnets de voyage de tous nos adhérents, pas uniquement ceux titulaires du label, c'est une des conditions pour être titulaire du label, mais on le retrouve aujourd'hui dans les brochures de Leclerc Voyage, par exemple, qui est membre associé d'ATR. On le retrouve chez beaucoup d'entre vous qui êtes invités à nous rejoindre, qui n'êtes pas forcément encore membre de l'association, mais vous êtes les bienvenus.
Et c'est un outil que j'utilise beaucoup dans la formation des agents de voyage pour les aider à parler du sujet du tourisme responsable à leurs clients sans forcément avoir peur de les culpabiliser, en se sentant autorisés à présenter ce document sommaire à leurs voyageurs pour les informer que le tourisme responsable, c'est à l'ordre du jour de tous les parties prenantes du tourisme, agents de voyage, clients, tour opérateurs, réceptifs. Voilà, c'est vraiment un sujet qui doit mobiliser l'ensemble des parties prenantes et les professionnels du voyage et leur clientèle. En quelques mots, à nouveau, lors des formations, je passe beaucoup de temps sur le décryptage et la présentation du label ATR. En quelques mots, donc c'est un label qui se compose en 3 chapitres. La relation client qu'on appelle transparence, la relation avec les fournisseurs qu'on appelle partenariat et la relation avec les collaborateurs qu'on appelle cohérence. On a décliné ça avec une série de 16 critères, 42 indicateurs, pour permettre aux entreprises d'avoir un cahier des charges, un référentiel pour présenter le plus précisément possible la manière dont ils agissent pour un tourisme responsable avec leurs clients, avec leurs fournisseurs et avec leurs collaborateurs. Je vais vous épargner le détail, mais à chaque fois, on essaye d'insister sur le fait que c'est au service d'un tourisme de meilleure qualité, de plus belles expériences de voyage proposées aux clientèles. Donc, je vais juste m'attarder sur le premier chapitre, la transparence avec les clients, parce que c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui est l'objet de notre formation accélérée ce matin. Nous, ce qu'on exige vraiment, c'est que les entreprises, elles informent leurs clients sur les bonnes pratiques du tourisme responsable, à travers notamment la diffusion de la charte éthique du voyageur, j'en parlais, mais aussi à travers toute une série de, Barbara pourra aussi nous en parler tout à l'heure, mais d'outils qui sont à la disposition de nos clients à travers les carnets de voyage, les sites internet, des conférences, des podcasts. Ouais, il y a énormément d'outils qui sont mobilisés pour associer les voyageurs à ces belles pratiques de tourisme responsable. Un petit clin d'œil également à un membre d'ATD qui s'appelle Viatao, qui est une maison d'édition spécialisée dans les voyages responsables que je vous recommande chaleureusement. Ils viennent d'ailleurs d'éditer un guide sur les 2000 adresses en France pour voyager responsable. Ils avaient fait l'année dernière le guide des 1001 adresses pour voyager responsable à travers le monde. Covid oblige, leur guide France arrive vraiment à point nommé dans le contexte Covid aujourd'hui. Mais on espère tous pouvoir replonger dans des voyages à l'autre bout du monde. On est convaincu que ça peut être responsable aujourd'hui de repartir loin de nos contrées. Petite anecdote aussi, les guides Viatao dont je viens de parler ont eu la palme du tourisme durable, qui est une opération qui est organisée par tourmag.com et ATD depuis 4 ans maintenant. Viatao a eu la palme dans la catégorie information. Donc je vous le recommande chaleureusement, vous l'aurez compris. Informer sur les enjeux liés aux destinations, évidemment les sujets varient, les sujets de tourisme responsable varient selon qu'on est à Madagascar, au Vietnam, en Bulgarie, aux États-Unis. Un petit focus sur la question de tourisme sexuel impliquant des enfants. Ne baissons pas la garde sur ce fléau. Je vous recommande chaleureusement l'association ECPAT sur ce sujet qui accompagne depuis 30 ans les professionnels du voyage, les agents de voyage dans la manière de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du tourisme et des voyages. C'est un des nombreux sujets du tourisme responsable. On parle beaucoup aussi de la question animale, comment ne pas maltraiter les animaux dans le cadre de nos voyages. C'est un sujet qui monte aussi. Petit clin d'œil à Aurélie Orego-Berthet qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Demander aux clients à leur retour s'ils ont pu observer des distorsions entre le message responsables qu'on leur a proposé et ce qu'ils ont vécu sur place. On a à nouveau, nous, le label ATR ne garantit pas que l'entreprise est responsable à 100%. Ça reste un chemin, une voie de progrès continu. Et on a besoin que les clients ne soient pas trop indulgents avec nous. On a besoin de leur retour, y compris quand ils ont vécu des mauvaises expériences sur les dimensions du tourisme responsable, pour mieux corriger demain et faire des voyages encore plus responsables. Donc, je vous épargne toute la partie prod qui concerne plutôt les chefs de produits sur comment on travaille le tourisme responsable avec ses fournisseurs et les fournisseurs de nos fournisseurs en bout de chaîne, les hôtels, les guides, comment on les embarque dans cette belle aventure d'un tourisme de meilleure qualité avec un impact positif. Cohérence avec les équipes, c'est bien de vouloir embarquer les clients et les fournisseurs. Encore faut-il être exemplaire dans la manière dont on travaille avec ses collaborateurs ici en France. On les informe, on les forme, c'est ce qu'on est en train de faire modestement ce matin. On développe une politique de gestion environnementale, on agit
contre le changement climatique. Et puis, on participe au développement local et à l'éducation d'autres populations. Ça, c'est ce qu'on appelle la solidarité internationale. C'est bien, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Après avoir fait un très beau, une très belle prod, une très belle vente, et ben, c'est bien de montrer qu'on exprime sa solidarité à travers, entre autres, des fondations comme la Fondation Insolite Bâtisseur du groupe Voyageurs du Monde. C'est Lectour aussi est une fondation. C'est bien d'être en plus solidaire, en plus d'être responsable. Les cercles vicieux, oui, pendant longtemps, et je vais accélérer, mais pendant longtemps, on a parlé de greenwashing. Vous savez, l'éco-blanchiment. On ne faisait pas vraiment de tourisme responsable, mais on redécorait nos façades, on repeignait en vert. On est tombé dans le travers inverse depuis une dizaine d'années. On est en train d'en sortir. Mais il ne faudrait pas qu'on retombe dans les travers du greenwashing. On appelle ça le greenwashing, l'éco-chuchotement. On s'est aperçu que depuis 10 ans, probablement beaucoup d'entre vous faites du tourisme responsable, parfois sans le savoir, ou parfois en le sachant, mais en étant un peu trop pudique. Donc restons humbles. Hein. Ne disons pas qu'on est parfait, merveilleux, qu'on fait du tourisme responsable depuis toujours. Ce n'est pas vrai. On a tous des marges de progression, même les pionniers engagés de longue date. Par contre, affichons, embarquons, soyons modestes, mais pas trop pudiques dans la manière de communiquer auprès de nos clients, sans quoi le client ne reconnaîtra pas, nous demandera pas d'agir pour un tourisme responsable. C'est ce qui sort vraiment de ce cercle vicieux là qui apparaît à l'écran. Fallait pas imaginer que les études marketing fassent émerger une demande de tourisme responsable si on mettait jamais ce sujet-là à l'ordre du jour de nos clients. Bon, là, on est vraiment en train d'en sortir et les études d'ailleurs démontrent qu'aujourd'hui, il y a un effet marketing évident. Ça, c'est une enquête qu'on a menée en 2016. Je vais vous épargner, mais elle corrobore et vous avez accès sur le site d'ATR à cette étude. Elle corrobore l'étude IFOP très récente qui vient de sortir. Aujourd'hui, ce qu'elle attend les clients aujourd'hui, c'est préserver la faune et la flore, respecter le patrimoine, la culture et les populations locales, beaucoup plus que participer à des chantiers solidaires ou à faire leur BA en Afrique. Voilà, on est plus dans le simple respect des destinations qui nous accueillent et de leurs habitants, plus que de participer à des chantiers ou à des projets. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, petit exercice que j'aimerais bien vous faire, mais je vais vous laisser juste on va en profiter de la partie questions-réponses pour le faire. C'est un petit exercice que je fais lors des formations. Avant de photographier une personne, prendre le temps de lui demander l'autorisation. C'est un extrait de la charte éthique du voyageur. La question que je vous pose, c'est pourquoi? Il y a au moins 4 bonnes raisons. Je vous laisse participer à travers le petit espace de conversation et de chat. Dites-moi pourquoi il faut, avant de photographier une personne en voyage, prendre le temps de lui demander l'autorisation. Il y a au moins 4 bonnes réponses. Je vais laisser la parole à Barbara, j'étais déjà un petit peu trop long. Juste en conclusion, il n'y a pas de mauvais voyageurs, mais des voyageurs mal informés. C'est vraiment un des extraits de la charte historique, de la version historique de la charte éthique du voyageur. À nouveau, à nous de montrer que c'est séduisant, c'est synonyme de belles vacances, le tourisme responsable, et tombons pas dans les caricatures. Merci de votre attention. Barbara, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, rapidement, je suis en charge de la communication pour l'agence Chamina Voyage et de la réflexion aussi sur le tourisme durable, donc avec le directeur. Et donc, Chamina Voyage, rapidement, on est une agence de voyage, donc randonnée, pied à vélo, issue du milieu associatif dans les années 70. Et qui a été constituée en agence donc, dans les années 90. Et donc, de mon côté, je vais vous parler de ce qui implique l'intégration du tourisme durable dans les activités de l'agence et de la nôtre en particulier. Donc, très rapidement, mais pour remettre les choses dans leur contexte et voir ce qu'implique une démarche de tourisme durable pour une agence, pour un opérateur de voyage, ça me semblait important de revenir sur les étapes qui ont jalonné chez nous et matérialisé notre engagement depuis notre fondation. La cofondation en 2004 de l'association Agir pour un tourisme durable avec d'autres acteurs. En 2007, autre étape importante, on prend la décision d'arrêter nos séjours mondes et de recentrer notre offre et notre expertise sur les destinations de proximité pour arriver aujourd'hui à plus de 500 séjours en France et en Europe. En 2008, on obtient la labellisation ATR, qui est une autre grande étape pour nous. En 2014, on obtient l'agrément à la Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés.
pour notre travail dans les parcs, qui est une candidature qui a été soutenue en grande partie par IPAMAC, donc la Fédération des parcs du Massif central. Et en 2018, on passe le cap de l'absorption carbone intégrale des émissions liées à notre activité interne, c'est-à-dire les émissions reliées à notre fonctionnement et au déplacement interne de nos équipes, ainsi que toutes les émissions liées au transport aérien et terrestre de nos clients. Donc voilà. Tout ça, ce sont des étapes qui ont jalonné notre construction, nos actions et qui ont été source de remise en question, mais qui nous ont aussi aidés à structurer et à pousser nos engagements. Pour vous présenter donc, notre démarche de production de séjour en accord avec nos engagements pour le tourisme durable. Donc, on va reprendre ce schéma, qui est donc le schéma des piliers ATR, qui structure notre démarche et dont découlent donc 3 leviers d'action qu'on va retrouver dans les 3 grandes phases de la vie d'un produit qu'on va détailler par la suite. Et donc d'abord, ce qui va nous intéresser, c'est la connaissance du contexte, du marché, des attentes clients en matière de tourisme durable, pour ensuite concevoir des produits qui seront adaptés à ce contexte et à ces demandes, et ensuite les commercialiser et communiquer de manière transparente. Et donc cette démarche, pour être durable, elle doit être circulaire. Elle doit s'appuyer sur les 3 parties prenantes que Julien a évoquées plus tôt, donc les clients, les prestataires, les équipes, selon les principes de transparence, de cohérence et de partenariat. Et chaque étape va nourrir ce cercle vertueux, si on peut dire, qui construit une démarche basée sur le respect, la qualité et la confiance. On va détailler tout ça. Pour commencer, donc un focus sur les attentes de la clientèle. Donc, on l'a vu, les chiffres parlent, le public est conscient de l'impact du tourisme, les consommateurs sont informés, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes d'attente client ? Il est assez peu probable qu'un client pousse la porte de votre agence ou de votre structure et vous dise « je veux faire un voyage responsable » ou « je veux un séjour de tourisme durable ». Mais c'est une attente qui est réelle, qui se traduit de différentes manières. Donc, en pratique, comment ça se traduit ? Dans un premier temps, on va le voir dans le boom de ce qu'on appelle l'écotourisme. Donc, une notion assez large, mais donc qui va englober toutes les envies de retour à l'essentiel, à la nature. On observe de plus en plus une frange de clientèle qui cherche des séjours de pleine nature, qui va s'intéresser aux territoires sur lesquels se déroulent les séjours, etc. De plus en plus aussi, le client va demander de la proximité, des rencontres. On s'éloigne des séjours Disneyland, entre guillemets, puis on recherche du local, de l'authenticité, on veut rencontrer le producteur, on veut des hébergements typiques chez l'habitant, etc. Bref, cette notion de proximité et de rencontre, elle est de plus en plus importante dans les demandes et nous, on le voit à l'agence. Récemment, on voit aussi que la notion d'expérience est de plus en plus importante dans ces attentes-là. On ne veut plus simplement visiter un pays ou un territoire, on veut le vivre, et on veut le vivre hors des sentiers battus, qui est une expression qu'on va retrouver opposée dans le langage courant du client aux touristes dit de masse, que je mets entre guillemets, parce que là, c'est une notion encore relative, mais cette notion de tourisme expérientiel, en tout cas, elle est de plus en plus présente. Et enfin, de plus en plus, pas que dans le tourisme d'ailleurs, le client attend de la structure à laquelle il va faire appel de l'engagement, des prises de position. Le client est informé et il attend de l'opérateur de voyage de la transparence et des actions. Et ces 4 attentes-là, même si elles ne disent pas forcément le nom de tourisme durable, elles y font clairement référence. Donc, une fois qu'on a traduit ces attentes de la clientèle, quels impacts ça va avoir pour nous, opérateurs de voyage, en termes de production de séjours durables ? Premièrement, c'est penser les produits dans leur globalité, en prenant en compte tous les aspects d'un voyage et pas seulement les aspects environnementaux, mais aussi les aspects socio-économiques et comme on l'a vu aussi, toutes les parties prenantes. Le client, mais aussi les prestataires, les accompagnateurs chez nous, les fournisseurs locaux, etc. C'est prendre en compte tous ces aspects-là qui va garantir en fait la cohérence du produit. Pour prendre un exemple, chez nous, donc les prestataires, on va travailler avec eux la transparence,
On met en place une politique de prix juste. Alors, bien sûr, on reste dans une dynamique commerciale. Il y a une notion de négociation, mais ne pas chercher à tirer les prix à tout prix vers le bas, ça permet l'implémentation d'une relation de coopération et de confiance et qui garantit par la suite la qualité de nos séjours et l'accueil de nos clients. Il y a un maillage positif pour travailler de manière durable, c'est primordial. Et c'est aussi s'appuyer sur des réseaux, des institutionnels. Donc, chez nous, c'est travailler avec ATR, ATD également, ce qui nous donne des outils, des référentiels, puis une labellisation qui nous aide vraiment à structurer nos actions. Et c'est également travailler avec les parcs naturels, régionaux, nationaux, avec lesquels on mène, nous, donc un travail historique depuis nos débuts. On travaille avec les parcs, donc notamment avec IPAMEC, donc l'ensemble des parcs naturels du Massif central. Et ça, c'est vraiment une aide fondamentale. Ça nous apporte une meilleure connaissance du terrain local. Ça nous permet de rencontrer des acteurs qui ont des compétences à partager, des hébergements labellisés. Ça nous aide à la commercialisation. Voilà, c'est vraiment fondamental dans la conception de nos séjours. Et aujourd'hui, on a environ une grosse cinquantaine de séjours qui sont donc labellisés ou construits avec les parcs, ce qui représente à l'heure actuelle 10% de notre production. Et donc, pour finir, intégrer la durabilité dans sa production, ça ne peut pas se faire sans s'engager ou prendre les devants et des risques parfois, sans attendre que les tendances ou les études montrent que le public est prêt pour ça. C'est pour nous aujourd'hui intégrer dès maintenant la compensation carbone, c'est faire des séjours sur des territoires qui sont moins connus, qui sont moins évidents en termes commerciaux et travailler à démontrer leur attractivité. Voilà, c'est engager son expertise en tant qu'opérateur de voyage et trouver les leviers en fait les plus pertinents pour son activité. Et donc, une fois qu'on a ces produits-là, comment on les commercialise et comment on communique dessus. Et là encore, on rencontre plusieurs enjeux. Donc, du côté du client, on a des freins et on a des motivations en termes de tourisme durable. Et l'enjeu pour nous, opérateurs de voyage, c'est de les faire passer de cette intention de voyager de manière plus durable à l'achat et à l'action. Et pour ça, du côté de l'opérateur, on doit faciliter le passage à l'acte du client à des pratiques plus durables. C'est par exemple proposer et faciliter l'usage de transports moins polluants. Chez nous, par exemple, c'est 90% de nos séjours qui sont en théorie accessibles sans avion. C'est favoriser la rencontre au cœur des séjours. C'est demander aux clients, par exemple, d'emmener systématiquement leurs contenants pour les pique-niques pour réduire les déchets. Bref, c'est un ensemble d'actions qui sont intégrées au séjour pour que le passage à l'acte soit plus facile du côté de la clientèle. Mais d'un autre côté, en tant qu'opérateur de voyage, responsabiliser le client et l'informer pour qu'il puisse voyager de manière plus responsable. Là aussi, ça fait partie de notre rôle. Et donc, c'est là qu'intervient le travail de communication, de création de contenu à sa destination, d'articles sur le site, les réseaux, des vidéos, etc. Toute cette matière de communication-là, je pense aussi à la charte éthique, par exemple, la partager. Toute cette matière-là, ça va aider. Alors, éduquer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, à responsabiliser le client, et ça fait partie de la démarche. Au niveau de la communication, Julien t'en a un petit peu parlé, mais l'enjeu principal, je veux quand même y revenir, parce que c'est toujours d'actualité, je pense. L'enjeu principal, c'est d'éviter le greenwashing. Et le greenwashing, on l'évite en travaillant la transparence et la mise en perspective des données. Si on prend, encore une fois, l'exemple du coût carbone d'un voyage, on compense. Mais qu'est-ce que ça signifie? Comment on le fait? Qu'est-ce que ça implique? C'est expliquer la démarche et pas seulement communiquer sur ce qui nous arrange et sur ce qu'on fait de bien, mais être honnête sur sa démarche et puis dire qu'on est en progression aussi. Ça fait partie de la transparence dans la communication à l'intention du public.
Et pour être honnête dans cette démarche et dans une dynamique de progression, le troisième enjeu en termes de commercialisation et de communication, ça va être l'implémentation d'outils d'évaluation. Et chez nous, par exemple, ça va être des questionnaires donc, que chaque client va remplir à la fin d'un séjour et qui vont nous aider à améliorer nos voyages. Ça peut être aussi des outils de collecte, de comptabilisation. Et tout ça, ça donne des datas précises qui vont permettre de transmettre des informations claires aux clients, des données chiffrées, de travailler en transparence avec les prestataires et d'améliorer nos pratiques. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. Merci beaucoup, Barbara. C'était hyper intéressant, complémentaire. Voilà, Chamina fait partie des pionniers, hein, fondateurs d'ATR, titulaire du label, mais continue de se challenger en permanence. Sur la question des déchets aussi, vous avez été super proactif, quoi, hein. Vous avez été un des premiers tour opérateurs à vous engager, à accompagner vos clients dans l'optimisation de la gestion des déchets également. Enfin, ouais, il y a énormément d'exemples. On va vous laisser la parole. Donc, Valentine, est-ce que tu as déjà identifié des questions? Est-ce que les participants ont des réponses à apporter à mon petit quiz que j'ai donné tout à l'heure? En effet, on a eu quelques réponses, Julien, à ton quiz. Donc, je les ai résumées. On a 3 principales pistes. Donc, pour préserver la vie privée, par respect de l'autre et de sa culture, et enfin, pour ouvrir le dialogue. Alors, c'est en partie bon. Je vais quand même vous donner les réponses parce que vous en avez. Alors, je n'ai pas été voir dans le chat s'il n'y a pas d'autres bonnes réponses. En fait, il y en a beaucoup d'autres. J'insiste beaucoup dans les formations sur le bénéfice client. Pourquoi demander à son client ou lui recommander, et souvent c'est le guide, hein, qui fait aussi qui joue ce rôle-là. Déjà, c'est commencer à se dire que si à la sortie de l'école, ici, là, moi je suis en Normandie, j'avais des quarts de touristes qui prenaient en photo mes enfants, le minimum, c'est que je demanderais à ce qu'on me pose la question si je suis d'accord ou pas. Donc voilà, essayer de se dire, au fait, on a quand même affaire à des êtres humains, on n'est pas dans un zoo, donc voilà. Et puis surtout, en fait, c'est en termes de bénéfice client, c'est peut-être le gage d'avoir un sourire, d'avoir une plus belle photo. Alors, ça sera peut-être moins authentique, ça sera peut-être plus travaillé, quoique, ça s'apprend aussi, de demander et de garder un peu le naturel de la relation. D'avoir un sourire, si évidemment la personne elle est d'accord. De ne pas avoir une photo floue, volée, où du coup on va avoir le temps de bien cadrer, de faire la belle photo. On va être capable de la légender, parce que du coup on va peut-être avoir un prénom. Et puis comme l'ont dit certains participants, c'est le début d'une rencontre. On parle sans cesse dans nos brochures d'immersion, c'est le début de la rencontre en fait. Commencer à rentrer en relation avec l'autre. Donc il y a plein en fait de bonnes raisons de demander à la personne si elle est d'accord avant d'être prise en photo, et on peut y retrouver, enfin, découvrir qu'on a un intérêt personnel en fait, un peu nombriliste à respecter l'autre. C'est qu'en fait on va avoir une belle photo, on va la légender et on aura une histoire à raconter au retour quand on présentera sa photo ou sur les réseaux sociaux si elle est d'accord, mais aussi quand on la présentera à ses enfants, à ses grands-parents. On aura une histoire à raconter autour de cette photo et pas juste une simple photo volée où la personne n'est pas d'accord et donc fait la gueule. Enfin voilà. Voilà, petite anecdote. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Valentine? Pour le moment, oui, on a une question qui vient d'arriver. Qu'en est-il de l'empreinte carbone digitale de l'ensemble des actions de communication chez Chamina Voyage? Bonne question. Effectivement, donc ça par exemple, je sais que c'est quelque chose qu'il faut calculer également. Nous, on a concentré jusque-là nos actions de réduction empreinte carbone sur le papier. On a réduit de 2/3 nos impressions. Les brochures qu'on n'envoie plus que sur demande, etc. Mais effectivement, l'empreinte carbone digitale, aujourd'hui, c'est un sujet de plus en plus. C'est quelque chose qui n'était pas considéré avant et qui doit être considéré aujourd'hui. Merci. Oui, on fera une formation, hein, Roch, qui a déjà suivi, Roch Guilabert a déjà suivi une formation ATR il y a quelques années, une formation générique. On est en train, on va vous dévoiler ça dans quelques temps, mais on a fait un webinaire sur ce thème là, il y a quelques semaines. On va lancer avec Travel Pro au mois de juin une première formation sur la lutte contre le changement climatique en tant que professionnel du voyage, et il y aura toute une partie évaluation.
Mais c'est clair que dans les outils utilisés par les entreprises du groupe Voyageurs du Monde, il y a un outil d'évaluation qui est hyper bien fait et qui met à disposition des adhérents ATR d'ailleurs. De tous les membres d'ATR, on a la chance d'avoir des entreprises qui sont un peu des locomotives, c'est le cas de Chamina, qui nous mettent à disposition une méthodologie qui est très très bien faite et on va vous mettre le pied à l'étrier de ces outils. Et dedans, évidemment, il y a l'évaluation de l'empreinte carbone des outils numériques dont on est quand même des gros consommateurs. Ce qui pèse lourd, hein, vous le savez, c'est quand même les vidéos. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais en 2020, la courbe des émissions liées au digital ont explosé et la courbe du tourisme, enfin la part relative du tourisme dans les émissions globales de CO2 a chuté. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein d'autres questions. Alors, on a d'autres questions, notamment sur l'identité d'ATR et ATD, et on nous demande si ces deux structures sont complémentaires et quelle est la différence entre les deux, et si ces structures ont un lien avec le label Clé Verte. Oui, alors je l'ai dit peut-être un peu rapidement en introduction, vous n'étiez peut-être pas là, Sabrina. Moi, je suis le directeur de l'association et le label Agir pour un tourisme responsable, qui a décidé, donc qui a été créé en 2004, qui a décidé de se concentrer sur la réunion des tours opérateurs français. En se disant que c'était un sujet, le tourisme responsable, qui méritait qu'on se mette autour de la table et qu'on devienne moins concurrents et plus confrères, qu'on partage nos bonnes pratiques et qu'on se mette autour de la table pour définir un cahier des charges. Et ça a abouti dès 2006 à la création du label. Et c'est ce qu'on continue de faire presque 20 ans après, en sachant qu'on a quand même élargi le cercle à tous les profils de tour opérateurs et d'opérateurs de voyage. Donc on est sorti de la niche des acteurs de la rando, qui continuent des pionniers, des acteurs importants de l'association, mais on s'est ouvert à des acteurs, des tour opérateurs qui font du club, comme Capa, qui font du circuit, comme Salin Holidays, etc., etc. Et on fait partie, nous, ATR, et j'en suis d'ailleurs le secrétaire général, d'une association qui regroupe beaucoup plus largement tous les acteurs français du tourisme durable, que ce soit les bureaux d'études, les médias, les écoles, les acteurs de l'hébergement, les collectivités locales, les offices du tourisme. Et d'ailleurs, dans les nombreux membres, il y a 200 membres, je crois, Juliette pourrait nous en dire un peu plus, que Juliette Ruel, qui est salariée d'ATD, moi je suis élu au bureau de l'association ATD pour représenter les tours opérateurs. Clé Verte fait partie des membres historiques de l'association ATD qui regroupe tous les labels, en sachant que le label Clé Verte est un label qui est pour les hébergements, qui a le vent en poupe, qui est mis en place depuis de très nombreuses années par une association qui s'appelle Terre Agir, qui gère aussi une autre démarche d'évaluation qui est, vous savez peut-être, les pavillons bleus pour les stations balnéaires. Merci beaucoup. On a une autre question sur la réduction de l'empreinte carbone lors du transport aérien, mais il me semble que ça vient plus tard, donc je ne vais pas vous court-circuiter. Encore sur ATD, nous avons une question d'Andrea qui se demande comment évaluez-vous que vos membres respectent les valeurs d'ATD? Alors, vous avez bien compris, ATR, c'est une association de tour opérateurs et un label. Donc là, nous, on travaille avec EcoCert Environnement pour ne pas être jugé parti. Nous, l'association, on accompagne nos adhérents dans le tourisme, dans leur démarche de tourisme responsable et dans la formalisation de la preuve qu'ils agissent pour un tourisme responsable et qu'ils respectent le cahier des charges. C'est le travail, entre autres, de Barbara et de Laurent, le directeur de Chamina. Par contre, ensuite, nous, on a décidé de confier à un organisme externe, indépendant, reconnu pour son objectivité et ses méthodologie d'évaluation, c'est EcoCert Environnement qui s'occupe de venir auditer chaque année les entreprises pendant 1 à 3 journées selon la taille de l'entreprise. C'est un auditeur indépendant qui va voir si, en effet, le cahier des charges du label ATR est respecté. Là, la question, elle était posée pour ATD. ATD n'a pas du tout mis en place de démarche d'évaluation des pratiques puisque c'est tellement transversal, tellement éclectique la composition de ses adhérents que c'est difficile de mettre en place un outil d'évaluation. Voilà. Par contre, depuis 2 ans, on a réfléchi pendant plusieurs mois avec nos adhérents sur une charte. Donc, c'est un engagement moral. Et si jamais il y avait des membres d'ATD qui ne respectaient pas cette charte, nous-mêmes, ATR, on l'a signé, Chamina l'a signé aussi, cette charte ATD. Si on ne la respecte pas, bah voilà, il y a une distorsion, mais je veux dire, il n'y a pas d'outil pour vérifier si les membres le respectent ou pas. Voilà. Alors, il y avait une question de Sybille un petit peu plus haut, je me permets, Valentine, qui était intéressante, et je pense que c'est plutôt une question pour Barbara. Quelle formation faites-vous à vos salariés, à vos guides chez Chamina? Comment ça se passe, la montée en compétences sur ces sujets-là? Alors, pour les guides,
On a effectivement des réunions annuelles de formation et d'information avec tous nos accompagnateurs. Et en interne, ça va passer par la communication interne. Et puis, on a, depuis un an ou deux, on a eu une initiative donc, interne, un petit groupe donc, de collaborateurs et collaboratrices qui ont monté un groupe d'action, d'information en bonne pratique et qui vont, avant Covid, qui mettait en place une fois par mois des ateliers de formation en bonne pratique à la réduction des déchets, voilà, en interne. Donc c'est vraiment, c'est des choses qui se mettent en place et qui sont vraiment en progression aussi et qui se basent vraiment aussi sur tout ce qui est initiative de l'équipe. Merci Barbara. Je me permets, Valentine, j'ai vu 3 questions auxquelles je pouvais répondre rapidement avant qu'on reprenne la main, parce qu'on a d'autres choses à vous partager. Très bien. Il y avait Claude sur Clévert, sur le fait que Clévert se destine éventuellement à élargir le périmètre de son label au-delà des hébergements sur les sites de visite, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je n'étais pas au courant. Il y a énormément de démarches, que ce soit dans l'hébergement. Au-delà de Clévert, il y a l'écolabel européen, il y a Green Globe, il y a Earthcheck, il y en a beaucoup. Nous, on identifie tous ces acteurs-là, puis on essaye de les faire travailler ensemble, parce que chacun, en fait, a un positionnement un peu complémentaire. On essaye qu'on ne soit pas trop concurrents. Voilà. Par contre, il y a déjà AFNOR qui avait aussi mis en place une norme sur la gestion environnementale des visites de sites, notamment qui a été testée avec les sites touristiques de la vallée de la Vézère, vous savez, les grottes de Lascaux, etc. Ils respectent la norme NF AFNOR, visite de sites éco-gérés, je crois. Il y a Sylvie qui pose la question sur les formations, sur la prise en charge. En effet, alors là, il faut se rapprocher de Travel Pro Formation, qui est l'organisme de formation du syndicat des entreprises du voyage, qui s'occupe de la prise en charge. Mais en effet, il y a beaucoup de soutien aujourd'hui par les organismes de formation professionnelle pour financer les formations aux touristes responsables. Juliette, pour vous en dire plus aussi, ATD, on a un catalogue de formations proposé par les adhérents ATD. Nous, ATR, on propose avec Travel Pro Formation, mais ATD a beaucoup de membres qui font des formations diverses et variées autour du tourisme durable pour différents types de publics, sur différents types de sujets. Là, on a la chance avec Juliette d'avoir consolidé un peu toute l'offre qui est à votre disposition. Et puis, on avait une question de Saba sur les voyages à l'étranger, sur le tourisme de masse. Moi, j'ai l'habitude de dire, et Barbara était prudente dans sa réponse tout à l'heure, il y a des endroits où un touriste par an, c'est déjà trop. Et même un tourisme de niche peut être irresponsable dans des endroits qui ne sont pas préparés à accueillir même un touriste par an. Et il y a des endroits où même 10 000 touristes par jour, ça peut être responsable. J'en veux pour preuve le réseau et le label des grands sites de France, qui est un label décerné par ministère de l'écologie à des espaces naturels pourtant sensibles, mais on a été en capacité d'accueillir, de démontrer qu'on peut accueillir beaucoup de monde de manière responsable à partir du moment où on travaille en concertation avec les habitants, leurs représentants, les élus locaux, les acteurs, à partir du moment où on aménage les sites en conséquence, on fait des cheminements piétonniers, enfin voilà, c'est tout un travail d'équipement et c'est main dans la main, tour opérateur, pouvoir public, ONG, on travaille tous ensemble pour permettre d'accueillir du monde et pas opposer tourisme de masse ou accès aux vacances pour tous et tourisme durable. Il ne faut surtout pas tomber dans ce panneau-là et retomber dans l'idée de réserver ça à une élite, à une niche, d'initier. Il faut vraiment qu'on sorte de cette caricature. Je ne dis pas que le tourisme de masse ne pose pas de problème. Il y a évidemment des problèmes de gestion de flux. Il y a des endroits où il y a trop de touristes, c'est vrai aussi. Mais c'est de notre responsabilité professionnelle avec les pouvoirs publics de réguler ça. Je pense qu'on peut faire du tourisme de masse de manière responsable comme on peut faire du tourisme de niche irresponsable. Ce que je vous propose, c'est de repartager mon écran. On vous proposait un deuxième cycle de contribution où on avait des choses à vous dire. Et puis, on aura une autre phase de questions avant midi et la clôture de l'atelier. Voilà, il nous reste un quart d'heure. Ouais, c'est des questions qui m'ont été posées, donc voilà, j'y réponds. Mais j'ai signé une tribune il y a un mois dans la nouvelle formule de l'écotouristique que vous retrouverez sur le site de l'écotouristique en partie. Si vous voulez voir la version intégrale, je vous invite vraiment à vous abonner. La nouvelle version de l'écotouristique est vraiment extraordinaire. Et c'est un article sur l'incontournable réponse à l'urgence climatique. Il faut quand même rester lucide aujourd'hui. On a à agir contre le changement climatique et je dirais que les acteurs du tourisme et du voyage devraient être en première ligne par rapport à ces questions-là. Arrêtons d'être dans le déni, ça pollue.
on contribue beaucoup au changement climatique, même si en 2020, on a été en partie à l'arrêt. Ça va repartir très fort, on est tous convaincus. Donc, faisons attention à voyager de manière responsable et à répondre le plus possible aux accusations de pollueurs. Il y a moyen d'agir, il y a moyen d'évaluer, de réduire et de compenser les émissions de CO2 de nos voyages, de nos entreprises dans un premier temps, soyons exemplaires, avant d'inviter les clients à s'embarquer dans cette belle histoire. J'ai des exemples très concrets à vous partager. Bon, le marché, hein, c'est une slide qui avait été partagée par Jean-Pierre Mas, qui était venu au séminaire ATR l'année dernière dans les Pyrénées. Le marché s'est effondré, mais vous voyez la courbe là. En 2020, eh ben, le trafic aérien était le même qu'en 2004. On n'est pas retombé au trafic des années 70, contrairement à ce qu'on imagine tous, quoi. On a l'impression que le marché, le trafic aérien s'est effondré et qu'il n'y avait plus d'avions. En réalité, le trafic aérien était au niveau de 2004. Et ce n'est pas compatible, hein, ce type de croissance de l'usage de l'avion avec des avions qui ont pourtant fait beaucoup de progrès dans leur performance énergétique, mais ce n'est pas compatible avec les accords de Paris, ce n'est pas compatible avec le Green New Deal européen. Arrêtons de croire ça. Donc, il va falloir apprendre à modérer. Apprendre à répondre à Greenpeace qui vient il y a quelques jours sur le tarmac de Roissy repeindre un avion Air France en vert. Alors je pense qu'ils auraient pu s'attaquer à des compagnies qui sont moins engagées qu'Air France. Air France n'a pas attendu le Covid pour s'engager pour réduire son empreinte carbone, mais c'est vrai qu'on est invité à atterrir. Alors je pense qu'il faut qu'on réponde. Nous, c'est pas atterrir, c'est voyager mieux, voyager moins, voyager moins loin, plus longtemps, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde, mais voilà, avec des entreprises qui agissent pour un tourisme responsable. Donc nous, on ne veut pas atterrir, on veut ralentir. Je vous invite à aller voir le rapport qui vient de sortir aussi il y a quelques jours. Vraiment, on a une actualité très chargée sur ces questions-là, qui mérite d'ailleurs une formation qu'on va vous proposer. The Shift Project, le think tank sur la transition bas carbone, vient de nous faire des projections sur comment réduire l'usage de l'avion dans la production de nos voyages, enfin voilà, avec différentes trajectoires à l'horizon 2050. L'idée, c'est pas d'arrêter de voler, mais c'est de nous permettre de continuer de voler en 2050 parce que c'est plus possible de voyager, autant prendre l'avion aujourd'hui. Je vous laisserai découvrir, on n'a pas le temps de détailler. D'ailleurs, nous, on n'a pas attendu non plus le Covid et tout l'emballement médiatique avec Greta Thunberg sur la question de l'avion. Nous, on exige maintenant dans le label ATR un certain nombre de critères sur le climat. On exige l'évaluation de l'empreinte carbone, une stratégie de réduction et la contribution à des programmes de solidarité climatique qui génèrent du crédit carbone certifié. Je n'ai pas le temps malheureusement de vous préciser ça, mais le label ATR, voilà, pour être titulaire du label, et c'est le cas de CAPA, de Salin, que ça a été une question qui m'a été posée, il respecte ces critères-là. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps non plus, mais vous l'aurez dans la partie, quand on vous enverra tous les participants, vous recevrez ces slides-là avec des liens. Vous aurez le lien vers une vidéo assez extraordinaire qui a été proposée par Nomade Aventure en 2018, au moment où ils ont annoncé, comme Chamina, la compensation carbone de 100% des émissions de CO2 de tous leurs voyages. Ils ont fait une vidéo pédagogique sur l'urgence d'agir et comment agir en tant que professionnel du voyage, en tant qu'entreprise de voyage, contre le changement climatique. Une vidéo très didactique, très très bien faite, que je vous invite à aller voir. Vous pouvez la retrouver aussi sur le site de Nomade Aventure. Et Nomade, toujours eux, ils travaillent aussi main dans la main avec Chamina, travaillent sur les voyages en train. Ils sont en finale des trophées de l'innovation de l'écotouristique pour avoir rendu accessible tous leurs voyages, en tout cas une grande partie de leur voyage en Europe, en train, sans avion. Après, c'est le client qui décide de l'option sans avion. C'est souvent plus cher, c'est plus complexe. Ça a invité les chefs de prod à réviser une partie de la prod avec des étapes, parce qu'on ne va pas en Sicile en train en une journée, c'est clair, mais on peut faire une très belle étape en Toscane, voire à Rome. Voilà, je vous invite à aller voir l'innovation de Nomade Aventure en matière de réduction de l'empreinte carbone des voyages en Europe. Et puis, il y a clairement la solution que représentent les grands programmes de reforestation qui génèrent des crédits carbone, qui sont soutenus par entre autres Voyageurs du Monde et CAPA sur Livelihood, qui est une fondation qui fait de la compensation carbone certifiée. Ce sont des très très beaux projets en Sénégal en ce qui concerne cette photo, en Inde, en Indonésie, et ça fait partie de la solution. À partir du moment où on couple ces efforts de solidarité climatique à évidemment une évaluation robuste des émissions de CO2 et une vraie stratégie de réduction. Sinon, ça n'a pas de sens, ce serait que se donner bonne conscience, que de se contenter d'absorber les émissions de CO2. Voilà, le slogan « Voyageons moins »,
voyageons mieux, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde, mais plus longtemps et avec des professionnels engagés. C'est le discours que porte ATR déjà depuis la COP 21, pour tout vous dire. C'était dès la COP 21, ATR, on a arrêté de faire l'autruche par rapport à ces questions-là. Et puis, je pense qu'il ne faut pas opposer des gens comme Greta Thunberg à notre métier. Greta Thunberg est une jeune fille qui voyage beaucoup. Elle est venue dans ma région en Normandie il y a quelques temps recevoir son prix Liberté. Elle n'est pas anti-voyage, mais elle pense qu'il faut en effet voyager moins, voyager mieux, et quand on peut, éviter l'avion. Elle a la chance de s'être permis d'aller à New York en bateau. Je pense que ce ne sera pas accessible pour tout le monde, mais voilà, n'opposons pas cette icône du 21e siècle à notre beau métier qui est facteur de paix, de développement. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez mes coordonnées, vous l'aurez sur le diaporama. Et puis, on va laisser la parole aussi à Barbara qui veut vous parler de Covid. Comment ça a eu un impact et comment ça a pu offrir des opportunités à des agences comme Chamina. Merci Julien. Donc oui, un peu de Covid, effectivement. Quels impacts sur une activité et pourquoi on en parle aujourd'hui? Alors, on n'a pas beaucoup de recul, mais d'ores et déjà, on peut voir que ça a impliqué des changements de comportement de la clientèle et une adaptation de la logistique et de l'offre de notre côté. Et cette crise, elle challenge chez nous parfois nos engagements pour un tourisme durable. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a une demande accrue sur les destinations de proximité et les séjours nature. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ce qui induit un changement dans la temporalité touristique et un changement de la temporalité d'achat. En 2020, on va avoir 50% de nos ventes qui ont été réalisées sur l'été, juillet-août. Alors qu'en 2019, c'était 19%. En 2020, on a fait 93% de nos ventes totales sur la France, quand en 2019, c'était 70%. Avec une forte concentration sur 2 territoires, donc chez nous, la Bretagne, le Massif central. Donc, il a fallu faire face à l'afflux d'un grand nombre de voyageurs sur des territoires restreints. Et donc là, tout l'enjeu, et on le verra un petit peu après, c'est de mettre en œuvre, mettre en action en fait toute notre expertise en termes d'opérateurs de voyage pour gérer ces flux et puis les répartir de manière équilibrée. Et une troisième tendance qu'on a vue avec cette crise sanitaire, c'est une volonté forte de rencontre et de proximité. Et ça, on s'y attendait pas vraiment. On pensait que la clientèle allait plutôt se reporter sur des séjours en liberté, c'est-à-dire sans guide. Et en fait, on a une forte demande sur les séjours en accompagné. Donc ça, c'est pareil. Ça implique une adaptation. Comment on fait partir des gens en groupe dans le respect des normes sanitaires. Comment on garde ce caractère convivial dans ce contexte-là. Et donc tout ça, ça impliquait donc une adaptation de l'offre que vous connaissez. Et encore une fois, la communication, le maillage et nos relations solides avec nos partenaires, c'est comme ça qu'on a fait face aujourd'hui, jusqu'à présent, dans cette crise. Et donc, oui, je voulais revenir sur l'impact de cette crise sur la relation client, qui est un des piliers qui va être le plus éprouvé dans cette crise sanitaire. Il a fallu gérer ces flux sur les destinations avec des équipes qui étaient souvent ou moins présentes ou saturées. Il a fallu faire face à la saturation des hébergements, des destinations, gérer les reports. Et donc là, tout l'enjeu avec le client, ça a été, c'est toujours de conserver la confiance, de maintenir le lien en adaptant sa communication, en étant transparent. C'est mettre en œuvre notre expertise, encore une fois, pour répartir les flux, pour proposer des alternatives, des nouveaux territoires. Et là encore, la communication, elle est primordiale. Très rapidement, et puis on va passer aux questions. Pour terminer sur une note enthousiaste, il faut regarder en quoi le tourisme durable, ça peut être envisagé comme un outil de rebond pour le secteur. On l'a dit, on a un contexte qui est favorable, on a un nouveau public qui est prêt à voyager autrement. C'est un public qui est déjà sensibilisé, qui est déjà passé à l'acte l'an dernier, et puis la tendance continue sur cette année. Aujourd'hui, on constate que le client a plus que jamais besoin d'être orienté, renseigné, conseillé, et notre rôle et notre légitimité en tant que tour opérateur,
qui a été un peu mis à mal, en fait, ces dernières années, quelque part. Aujourd'hui, cette légitimité et notre expertise, elle est réaffirmée. Et donc, cette crise, ça peut être l'occasion de repenser les enjeux, construire le tourisme demain. Chez Chamina, ça a été une opportunité de réfléchir à comment pousser nos engagements en tourisme durable, de réfléchir à de nouvelles formes de séjour, à de nouveaux outils de comptabilisation, à la réduction de notre impact, à comment créer des séjours plus propres, comment réduire nos externalités négatives, comment mieux s'intégrer dans les projets de territoire. Bref, en tout cas, une vraie réflexion qui a pris ses racines en fait dans ce bouleversement qu'on est en train de vivre. Voilà. Passer peut-être aux questions. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que, Valentine, tu as des questions? Moi, en attendant que tu les listes, là, moi, j'ai juste le 25 mai, les ateliers IFTM. Il y a encore la parole à ATD et à des membres d'ATR et ATD comme Double Sens et EcoAct sur la question climatique, justement. Donc, on reviendra dessus. ATR, nous, on fait des webinaires. Le prochain aura lieu le 11 mai. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire sur le site d'ATR. Chaque mois, on change d'invité. Le prochain, c'est le thème de la coopération européenne, parce qu'on a aussi à travailler avec nos agences partenaires en Europe, avec l'ouverture des frontières. Il y a l'année européenne du rail. Voilà, on va parler de ça. Et puis, avec ATD, on organise les universités du tourisme durable le 28 et 29 septembre au Havre, en Normandie, toujours chez moi. Et dans le prolongement, pour ceux qui sont membres d'ATR, on fait le séminaire ATR du 30 septembre au 3 octobre à Granville, de l'autre côté de la Normandie. Donc Le Havre et Granville, deux grandes dates phares avant de rejoindre IFTM Topresa. J'ai plus les dates pour l'IFTM Topresa. Ce sera du 5 au 8 octobre. Et ben, on enchaînera la semaine d'après avec IFTM Topresa. Les questions? En effet, alors il nous reste 5 petites minutes. J'ai une question. C'est la suivante. La clientèle de Chamina Voyage a-t-elle évolué depuis le début de la crise sanitaire, par exemple à travers des demandes de devis venant de clients avec un profil différent qui auraient pris conscience de la nécessité de respecter l'environnement? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Alors, c'est pas non plus voilà 90% des demandes aujourd'hui, mais on voit vraiment arriver une nouvelle forme de clientèle, des gens qui avant, quand ils pouvaient, partaient loin, partaient à l'étranger, et qui aujourd'hui veulent redécouvrir ou découvrir le près de chez soi de manière plus responsable, voilà, et qui veulent vivre l'expérience de découvrir les territoires de proximité. Et c'est pas seulement, et on le sent, c'est pas seulement un choix par défaut. C'est une vraie volonté, une vraie prise de conscience de cette nouvelle clientèle-là. Merci beaucoup. On a une autre question. Comment Chamina sélectionne ses hébergements? Vaste question. Comment on sélectionne les hébergements? Alors, c'est tout un maillage. On fait du séjour randonnée, donc ça va être aussi une question de géographie et pratique sur le séjour. Il y a effectivement des critères, voilà, le rapport qualité-prix, la meilleure qualité pour le client. Et après, le séjour, un hébergement qui effectivement a une histoire, qui va faire des efforts en termes environnementaux, etc. Ça va être pris en charge, en compte. Pardon. Merci beaucoup. Et une dernière question. Quelles sont les catégories de guides avec lesquelles Chamina collabore? Catégorie, c'est-à-dire? J'imagine dans le cadre de séjours pour lesquels il y aurait de la randonnée, s'il y a des guides qui sont... Alors, oui, donc on a des séjours qui sont accompagnés. Donc nos guides, on travaille avec des guides locaux. Donc en France, on a un pool d'accompagnateurs et d'accompagnatrices en France. Et ensuite, quand on travaille à l'étranger, on travaille avec des guides, des accompagnateurs et accompagnatrices locaux. Je ne sais pas si c'était tout à fait la question. Sylvie précise sa question. Est-ce qu'il y a des ornithologues, des historiens? Ah oui, je crois que Chamina fait des voyages à thème, justement, avec des spécialistes, en effet.
Ça peut arriver, effectivement. Donc, oui, après, chaque accompagnateur, chaque accompagnatrice a des compétences, peut être spécialisé en géologie, peut être spécialisé en voilà, ornithologie, etc. Donc, mais par contre, c'est pas vraiment le cœur de cœur de leurs compétences. Ça va être vraiment l'accompagnement de groupes en moyenne montagne. Ok, merci beaucoup Barbara. Je vois qu'il y a d'autres questions. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous avez désormais les contacts de Barbara et Julien. La présentation sera également téléchargeable sur notre site internet, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour échanger. Ils pourront répondre à vos questions. Comme on le disait tout à l'heure, le replay sera disponible sur notre site internet d'ici une dizaine de jours. Je tiens à remercier Julien et Barbara pour leur riche présentation. Merci à toutes et tous pour votre participation et votre écoute aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel atelier et un focus région sur l'Amérique latine. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci, bon courage, à bientôt. Merci beaucoup.